Mon cher Jean-Thomas, quand tu as été diplômé de cette belle école de commerce, avec des gens très sympas, comme tous les gens, tous les ch'tis, d'ailleurs, on recevra au TI Summit Xavier Bertrand, qui sera l'un de nos intervenants. Mon cher Jean-Thomas, tu es rentré directement dans le groupe familial ou tu as préféré bosser ailleurs? Moi, j'aurais aimé faire autre chose en sortant de l'EDEC. À l'époque, c'était la mode, alors c'était pas encore les startups, etc., mais c'était soit la finance, soit le marketing. Moi, j'aurais bien fait un peu de finance, notamment à l'étranger, corporate finance. Voilà, ça me manque un peu aujourd'hui, mais pour des raisons familiales et notamment un écart d'âge important avec mon père. Lui, on a un écart d'âge de 43 ans. Alors, il y en a qui vont dire que c'est du népotisme, etc. Mais mon père ne voyait pas d'autres successeurs possibles qu'un manager familial. Pour plein de différentes raisons, c'était sa conviction et je pense qu'il n'aurait pas continué, il aurait sans doute cédé l'entreprise s'il n'avait pas trouvé au sein de la 4e génération que je représente et dont je suis le petit dernier en fait, un champion entre guillemets pour reprendre l'entreprise. Il est tombé malade à ce moment-là, moi je me suis dit que c'était pas forcément très sain de le laisser attendre comme ça pendant une éternité, non seulement pour lui évidemment, pour sa santé puis son investissement dans l'entreprise, mais aussi d'ores et déjà, j'avais la conviction que c'était pas sain pour l'entreprise elle-même de laisser cette espèce de flou s'installer. Et donc, quand on arrête de pédaler, on tombe. Et donc, moi, je suis très vite rentré dans l'entreprise. Donc j'y vais, quoi. Alors quand tu arrives, donc tu portes le nom Schmitt, hein, arrière-grand-père, il y a eu des gens qui t'ont accueilli à bras ouverts en te disant Jean, je t'aime, ou alors tu as eu des pots de bananes partout? Ah non, t'as beaucoup de focus aussi, c'est l'avantage. Ah oui, ça c'est bien les focus, hein, c'est bien les focus. On aime bien. Non, mais t'as tout. T'as des gens qui t'accueillent sincèrement à bras ouverts parce qu'ils sont convaincus que c'est la pérennité de la boîte qui se manifeste. Au moins, ils savent pas qui t'es, ils savent pas si t'es compétent, si t'auras les capacités. Mais déjà, cranter symboliquement le fait que la nouvelle génération vient dans l'entreprise, c'est déjà positif. Ensuite, tu as effectivement les gens à qui tu donnes des instructions, qui ont 30 ans de maison, ou 30 ans de plus que toi, 20 ans de maison. Et moi, je me suis très vite senti assez peu à l'aise avec cette configuration. C'est pour ça que j'ai assez vite levé la main pour faire mes preuves opérationnellement. Mais tu as pété des baronnies aussi, notamment dans le nord de la France, non? Il y avait quand même des barons. Bah, en fait, l'intelligence de mon père, c'est qu'il m'a laissé faire mes erreurs, mais aussi changer le statu quo systématiquement. Donc là où ça n'allait pas, là où les organisations n'étaient pas cohérentes, là où ses hommes à lui ne faisaient plus le job, il m'a laissé faire en sorte de les supprimer et effectivement casser un certain nombre de baronnies pour rentrer dans un système beaucoup plus à même et une organisation beaucoup plus à même d'accepter aussi quelque chose d'un peu plus centralisé sur de la gestion de projet, la transition environnementale, la transformation digitale. Ça ne tolère pas et ça ne souffre pas la baronisation, le fait que chacun fasse son truc dans son coin, etc. Donc ou pas. Ouais, alors raconte-toi un peu l'historique. 1925, donc c'est avec ton arrière-grand-père qui était paysan, qui ne l'a pas créé, mais qui l'a racheté, Jean-Thomas. Absolument. Alors en 1925, mon arrière-grand-père, qui était un paysan du nord de Alsace, rachète une entreprise de transit, de transport et de dédouanement à Strasbourg qui était vraiment spécialisée sur le transit entre l'Allemagne entre Kiel et Strasbourg, donc entre l'Allemagne et la France, mais plutôt évidemment côté France. Français. Et il a racheté cette entreprise à la base, non pas parce qu'il voulait faire du transport et que c'était sa passion, mais pour racheter une entreprise qui détenait plus de chevaux que le principal paysan de son village pour le dépasser en chevaux et du coup être plus efficace, etc. Donc voilà, c'était une trajectoire inconsciente, mais qui a finalement fini par porter ses fruits puisqu'il a complètement adhéré au transport et il a poursuivi le développement de cette petite entreprise qu'il a rachetée à l'époque. Aujourd'hui, donc l'ETI, elle a passé le milliard d'euros de chiffre d'affaires, 3570 collaborateurs. Et Jean-Thomas, donc rappelle-nous un peu les différents métiers du groupe Epner. Oui, alors c'est important de le rappeler. Donc nous, on est commissionnaire de transport. Donc en fait, on est censé créer des solutions pour nos clients qui ont des demandes qui tiennent compte d'un certain nombre de critères. Et les trois principaux sont le prix, le délai et l'empreinte environnementale sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Alors ça peut être le grand export et le grand import en aérien et en maritime. Ça peut être du stockage et de la préparation de commandes dans nos sites logistiques, ou ça peut être la livraison du dernier kilomètre, soit par camion complet ou par messagerie en lot groupé. Comment tu fais pour lutter devant tu as quand même des géants? Bon, toi, tu es une belle boîte, mais tu n'es qu'une ETI, et tu as des géants mondiaux à côté de toi. Là. Pourquoi ils travaillent avec toi? Parce que tu es plus sympa, plus compétent, moins cher, souriant?
Alors, moins cher, non. Plus souriant, pas toujours. Gros caractère, Jean-Thomas, quand même. Ouais. Plus sympa, je sais pas, mais en tout cas, on oublie. Enfin, on est un métier de tertiaire industriel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de service importante derrière. Et tout peut pas être systémique. Nous, on est notre segment de marché, en tout cas les clients qu'on cible, c'est essentiellement des ETI, des PME, pour qui apporter un système un peu sur mesure, qui nous coûte de l'argent, mais qui se facture aussi bien, je dois dire, avec des marges correctes pour pouvoir justement vivre. Nous, on s'est spécialisé sur un créneau qui est vraiment celui de la création de valeur. J'aime pas dire artisanat parce que c'est pas ce qu'on veut faire. On veut pas faire on veut pas faire. Enfin, nous, on veut que notre production soit sans couture. Mais par contre, on fait vraiment de la dentelle pour nos clients. Et donc, voilà, on apporte des solutions à ces clients-là. C'est comme ça qu'on se démarque de nos clients par notre flexibilité, notre agilité, la proximité client. Ça a encore un vrai sens d'être présent sur les territoires. Jean-Thomas, donc tu étais sur BFM Business pour parler des problématiques d'énergie. Toi, tu es touché de plein fouet. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer si ça dure longtemps? Alors à très court terme pour le secteur d'activité, vous le constatez, une augmentation de 18% des prix à la pompe depuis le 27 février. Dans notre secteur, on le répercute à nos clients parce qu'on a la chance d'avoir dans la loi une surcharge gasoil en pied de facture qui vient s'implémenter. Bon, déjà, il y a quand même la capacité à le répercuter à nos clients qui peut être questionnée, mais surtout, ça crée des gros problèmes de trésorerie. Puisque nous on achète au jour le jour et on répercute en fin de mois à nos clients sur la facture qui eux-mêmes payent à 30 jours, ce qui fait qu'il y a un décalage de 45 à 60 jours sur ces enjeux-là. C'est un secteur, il faut le savoir, l'année dernière qui a connu 2500 défaillances. C'est colossal. Voilà, sur combien d'acteurs au total? Sur un nombre d'acteurs très éclaté, on en compte une cinquantaine de milliers. Quoi, 50 000, 2500, c'est beaucoup. Ouais, c'est énorme. Mais c'est plein de petites entreprises. Dans le transport routier de marchandises, j'entends. Il y a d'autres entreprises après dans la logistique et l'overseas. Mais voilà, on est sur un secteur qui est fragilisé et en plus de ça, sur le maritime, vous voyez bien sur le maritime et l'aérien, vous voyez bien les problèmes. Il y a 52 000 vols qui ont été annulés via Doha et Dubaï depuis l'Asie. Donc ça évidemment, ça raréfie les moyens en aérien. Il y a 10% des capacités entre l'Asie et l'Europe qui sont bloquées dans le détroit d'Ormuz et donc qui rendent la capacité disponible beaucoup plus restreinte et donc une augmentation de prix important et les autres bateaux qui font le tour par le cap de Bonne-Espérance. Donc tout ça rallonge les délais, augmente les prix, crée de l'inflation. Et oui, on va avoir une inflation à portée importante, au moins dans un temps relativement court, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Donc tu demandes quoi, un soutien de l'État momentané? Non, je ne demande pas de soutien. De toute façon, l'État ne peut plus rien, il n'y a plus d'argent, donc ça, c'est pas la peine. En revanche, un peu comme pendant le Covid ou pendant la crise en Ukraine, on avait demandé des décalages de trésorerie, notamment sur le paiement des cotisations, etc., sur lequel aujourd'hui on a été entendu, puisque le ministre Tabarot a dit tout à l'heure à la sortie de la séquence qu'il était ouvert à cette idée qui ne coûte pas grand-chose à l'État. Jean-Thomas, l'Europe, pour toi, c'est un terrain de chasse naturel. Nous sommes européens. D'ailleurs, tu es nominé dans les ETI Awards qui seront remis le 2 avril dans la catégorie l'entreprise française la plus européenne. Vous êtes présent dans combien de pays en Europe? On est présent dans 8 pays en Europe et 2 en Afrique. On est présent en France essentiellement, c'est là l'essentiel. L'Allemagne, c'est notre deuxième pays. Après, c'est Belgique, Hollande, Espagne, Suisse, Angleterre. Hongrie, et ensuite on est présent de manière plus prospective, on va dire, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, où assez rapidement, il y a des problèmes évidemment de remontée de cash qui se posent. Ça fait très peur. Les mallettes. Ça fait très peur à mon DAF, mais voilà, ça commence à venir. Alors, les ETI en France, donc il y en a 7 000 versus 20 000 en Allemagne, 8 000 en Italie. Tu t'es très impliqué. Et 7 000, t'es généreux. Oui, un petit peu moins. Et tu es très impliqué au sein du METI, qui est le club référent, les clubs ETI également. Comment tu vois un peu cette problématique de chasser en meute en France et surtout au niveau européen? Je pense que c'est un vrai sujet, la possibilité de chasser en meute. Mais chasser en meute, c'est pas juste chasser entre entreprises de taille intermédiaire. Chasser en meute, c'est aussi, comme le font les Allemands, par Länder, travailler avec leur région, travailler avec leurs banques, travailler avec leurs universités pour créer des clusters d'excellence qui ont fait leur preuve en Allemagne. En France, on se tire beaucoup dans les pattes, on n'a jamais vraiment réussi à... D'abord, l'ETI, c'est assez récent en réalité, cette classification NC1. Avant, on disait grosse PME. D'ailleurs, c'est quoi une ETI d'ailleurs?
Une entreprise de taille intermédiaire, c'est une entreprise qui va de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à 1,5 milliard, qui compte jusqu'à 5 000 collaborateurs, de 250 à 5 000 collaborateurs. Et je sais que c'est 42 millions de fonds propres le démarrage. Donc voilà, ça c'est une ETI en nomenclature. Française. Au début des années 80, il y en avait autant qu'en Allemagne, et on avait nous-mêmes une sorte de Mittelstand. Et puis est arrivé l'ISF, est arrivé les droits, la transmission, avec des droits et une fiscalité totalement confiscatoire qui a conduit à céder un tas de fleurons industriels français, donc créant à la fois un appauvrissement par la vente de ces entreprises-là, et en plus une vraie désindustrialisation. Aujourd'hui, ça ne représente même pas 10% du PIB. Voilà, c'est vraiment incomparable par rapport au nord de l'Italie, par rapport à l'Allemagne. Et ça, c'est vraiment l'effet de politiques fiscales qui aujourd'hui sont moins portées sur le capital, même si elles restent encore très élevées par rapport à la moyenne européenne, que sur la production elle-même, puisqu'on a le double de la moyenne européenne en termes de taxes de production et 8 fois plus qu'en Allemagne. Donc on est vraiment sur des enjeux, je ne parle même pas du coût du travail. Donc voilà, on part avec des gros boulets aux pieds. Et ça, c'est le travail du métier au quotidien, d'essayer de se battre contre ces politiques-là. Jean-Thomas, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une ETI de croissance comme la tienne ou vétérinaire? Il y a quelques années, ça dépend des jours en fait. Ça dépend du gouvernement. Oui, ça dépend du gouvernement. Non, moi, j'adore mon métier, je suis super bien dans ce que je fais. Bon, t'adores la chasse, tu chasses. Est-ce que tu comprends que les véganes ne boufferont jamais de sanglier ou de cheval de leur vie? Et c'est triste, non? Je sais pas si je les comprends, mais écoutez, tant pis pour eux, et puis ça en fait plus pour moi. Ouais. Et est-ce que tu soutiens des causes caritatives ou humanitaires avec toi à titre perso ou alors avec ta boîte? On en soutient une en particulier qui me tient à cœur, parce que je trouve que dans les boîtes, trouver des causes humanitaires qui donnent du sens, c'est finalement pas toujours évident. On a un service RSE qu'on propose, etc. Mais qui soit transpartisan, qui évite toute polémique, etc. Nous, on est beaucoup porté sur le soin des enfants à l'hôpital. Donc on a un partenariat qui est très avancé, qui est très important avec Magie à l'hôpital. C'est, comme vous vous en doutez à travers le nom de l'association, c'est des magiciens qui vont dans les hôpitaux, essayer de faire sourire des enfants qui sont évidemment en grande souffrance. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur en fait. C'est hyper sympa comme partenariat. Et la 5e génération, elle est prête ou pas? Merci. La 5e génération, écoute, le plus petit joue encore avec les camions, donc ça c'est bien. Le plus grand, je ne sais pas à quoi il est prêt, mais je suis pas sûr que ce soit tout de suite pour le transport. Mais l'idée, c'est de continuer à avoir une 5e génération ou pas? Pour répondre à ta question plus sérieusement, c'est moi, mon objectif, je suis porteur de témoins. Je ne suis pas là. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour les métiers d'investisseurs, comme l'a présenté tout à l'heure Alice, etc. Mais moi, mon objectif à moi, c'est de transmettre le témoin à la 5e génération. C'est que ça puisse perdurer, c'est de consolider au maximum les fondamentaux de l'entreprise, de la transformer. Et c'est toute l'intelligence des générations précédentes. On a suivi un fil rouge qui est le développement à l'international, les valeurs, le management par la subsidiarité, l'entrepreneuriat. Mais il y a eu des profonds bouleversements à chaque génération. Et j'ai coutume de dire que mon arrière-grand-père, c'était le patient zéro. Mon grand-père, il est sorti du Bas-Rhin pour consolider l'Alsace. Mon père est sorti de l'Alsace pour consolider la France. Moi, vous me voyez venir, je commence à accentuer sur l'Europe. Alors, tu me comparais tout à l'heure au grand. J'ai une vision qui est de dire que je veux être vraiment l'acteur incontournable pour les flux internationaux de mes clients sur l'Europe de l'Ouest. Ce qui est déjà une ambition, mais ça prendra encore mes 20 dernières années à la tête de la boîte. Ça va, t'es jeune. Ouais, mais c'est une belle ambition. Et mon but, c'est de le passer à la 5e. Bon, Jean-Thomas, il devait être formidable. Il a été, on applaudit très, très, très chaleureusement. Bravo, Jean-Thomas, bravo.